Le silence dans notre maison avait un poids, une texture. Il s'accrochait aux meubles comme une fine pellicule de poussière, un rappel constant de tout ce qui n'était plus dit entre nous. C'était un silence lourd de reproches inexprimés et de distances infranchissables, un abîme qui s'était creusé lentement, jour après jour, entre mon mari et moi. Ce soir-là, il était particulièrement assourdissant. « Maman, quand est-ce que papa vient manger ?» La voix de mon fils de 8 ans, Max, a percé la brume de mes pensées. Il était penché sur la table de la cuisine, sa langue tirée dans un effort de concentration intense, ajoutant des ombres méticuleuses aux pneus d'un monstrueux camion qu'il dessinait avec une application d'artiste. J'ai senti une pointe de douleur familière dans ma poitrine. Il a dit qu'il serait occupé dans le garage pendant un petit moment, mon trésor. Il travaille sur quelque chose d'important. C'était un mensonge, ou du moins une version si édulcorée de la vérité qu'elle en devenait une. La vérité, c'est qu'il était dans le garage avec son frère Andrew et sa mère Linda, et que le son de leur rire me parvenait par vagues, chaque éclat de joie ressemblant à une insulte. Max a hoché la tête, son attention déjà de retour sur le chrome imaginaire de ses roues. Il m'a cru, ou a fait semblant de le faire, avec cette sagesse enfantine qui sait quand ne pas insister. Il ne m'a pas posé d'autres questions. Je me suis affairée à mettre la table, mes gestes devenus un ballet mécanique perfectionné par des années de répétition. Une assiette bleue pour Max, une assiette jaune pour Sophie. Des fourchettes, des couteaux qui ne serviraient pas, des serviettes en papier. La bouteille de ketchup, indispensable pour Max, et une tasse rose vif avec une paille flexible pour ma petite Sophie, âgée de 5 ans. Elle a déboulé du salon au même moment, sa poupée préférée, Pâquerette, serrée contre sa poitrine avec une férocité protectrice. « Papa vient jouer avec nous après le dîner ?» Sa question, pleine d'un espoir si pur, m'a transpercée. Je me suis agenouillée pour être à sa hauteur, un geste qui me coûtait un effort immense, comme si mes genoux étaient remplis de sable. J'ai doucement écarté une mèche de ses cheveux blonds, si doux, et j'ai déposé un baiser sur le sommet de sa tête, inhalant son odeur de shampoing à la fraise et d'innocence. « Pas ce soir, ma puce. Il est vraiment très, très occupé. » Une petite moue a brièvement déformé ses lèvres, l'ombre d'une déception, mais elle a vite disparu alors qu'elle grimpait sur sa chaise, impatiente de commencer. Nous nous sommes assis tous les trois, un trio habituel autour d'une table conçue pour 4. Le vide de la 4e chaise criait son absence. J'ai servi la soupe au poulet et aux nouilles dans leur bol, le liquide fumant libérant une vapeur réconfortante qui ne parvenait pas à me réchauffer. J'ai coupé le pain de Sophie en petits triangles, comme elle les aimait, et j'ai rappelé à Max, pour la 100e fois, de mâcher la bouche fermée. De l'extérieur, nous étions l'image parfaite d'une famille normale. Une mère et ses 2 enfants partageant un repas. C'était une façade que je devais maintenir à tout prix. Mais à l'intérieur, je me désintégrais. Mon âme s'effritait, se réduisant en une fine poussière de chagrin et de ressentiment. Les enfants parlaient avec animation de leur journée d'école. Max racontait l'histoire d'un garçon de sa classe qui avait caché la graffeuse de la maîtresse, provoquant une mini-crise. Sophie, elle, planifiait déjà son anniversaire, dans si longs mois, et insistait sur le fait qu'elle voulait un gâteau en forme de licorne arc-en-ciel, avec des paillettes comestibles. J'ai hoché la tête au bon moment, j'ai souri, j'ai posé des questions pour les encourager à parler, pour que leur voix enfantine couvre le bourdonnement incessant dans mes oreilles, ce son strident de l'angoisse pure. Derrière chaque sourire forcé, chaque rire étudié, mon esprit hurlait une complainte silencieuse. 12 ans. Voilà où m'avaient mené 12 années de mariage. 12 ans à être épouse, mère, femme de ménage, cuisinière, infirmière, enseignante, planificatrice et confidente. Et pendant ce temps, à quelques mètres de là, l'homme qui m'avait promis l'éternité se moquait de moi avec sa famille, riant de ma honte, de mon obsolescence. Mon regard s'est perdu dans mon bol. Je fixais ma cuillère, observant les ondulations du bouillon doré autour des morceaux de carottes. Je ne sentais pas le goût de la nourriture, ni la chaleur du liquide sur ma langue. La seule chose que je ressentais était une honte cuisante, une acidité qui me tordait l'estomac comme un poing ganté de fer. J'ai levé les yeux vers mes enfants. Le front de Max était plissé dans une concentration sérieuse tandis qu'il ajoutait des détails à son dessin entre 2 bouchées. Sophie fredonnait une petite mélodie en trempant consciencieusement ses triangles de pain dans sa soupe.
Je savais, avec une certitude absolue, que je ne pouvais pas les laisser voir ma douleur. Je ne pouvais pas les laisser deviner la fracture qui parcourait le cœur de notre famille. Quoi qu'il se passe entre Marc et moi, quelle que soit la tempête qui menaçait de dévaster notre foyer, ils devaient être protégés. Ils étaient mon sanctuaire, mon ancre dans cette mer de tourments. Alors, j'ai puisé au plus profond de moi pour trouver la force d'afficher un autre sourire. J'ai glissé une mèche de cheveux rebelles derrière l'oreille de Sophie, j'ai demandé à Max s'il avait bien réussi son contrôle d'orthographe. Et j'ai prié, oh comme j'ai prié, pour qu'ils ne remarquent pas à quel point j'étais devenue silencieuse, à quel point leur mère s'était transformée en un fantôme à leur propre table. Cette nuit-là, je me suis allongée à côté de lui dans l'obscurité la plus complète. Nous étions deux corps sous la même couverture, mais séparés par une distance que des années-lumière ne pourraient mesurer. Les draps étaient froids contre ma peau, et la chambre était silencieuse, à l'exception du ronronnement discret du ventilateur de plafond et du rythme régulier de la respiration de Marc. Lente, profonde, ininterrompue. Il s'était endormi quelques minutes seulement après avoir posé la tête sur l'oreiller, comme si de rien n'était, comme si la soirée n'avait été qu'une soirée ordinaire de plus. Je fixais le plafond invisible, mes mains crispées en poing sous la couverture, mon cœur battant dans des recoins de ma poitrine dont j'ignorais même l'existence douloureuse. Il fut un temps où j'adorais le regarder dormir. Au début de notre mariage, je restais éveillée juste un peu plus longtemps pour tracer du regard les lignes de son visage dans la pénombre, pour observer la courbe de ses cils sur ses joues, le léger frémissement de ses lèvres au gré de ses rêves. Je me sentais en sécurité dans ce lit, protégée, choisie. Maintenant, je me sentais comme une intruse, un esprit errant dans les contours d'une vie qui ne m'appartenait plus vraiment. J'ai tourné lentement la tête pour le regarder. Le profil que j'avais autrefois embrassé avec une tendresse infinie me semblait maintenant celui d'un étranger. Sa mâchoire, autrefois ferme et rassurante contre ma joue, semblait maintenant tendue par une distance froide. Ses mains, qui avaient si souvent cherché les miennes dans la nuit, reposaient croisées sur sa poitrine, comme si elles avaient oublié le contact de ma peau. L'avait-elle jamais vraiment su ? Les promesses que nous nous étions faites me sont revenues en mémoire, des échos douloureux d'un passé radieux. Dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire. Nous avions prononcé ces mots, les yeux brillants, les mains jointes, le cœur débordant d'un espoir naïf. Je me souvenais de la façon dont il me regardait, comme si j'étais la chose la plus rare et la plus précieuse au monde. À cette époque, je croyais que je pouvais tout être à la fois, une épouse dévouée, une mère aimante, tout en restant moi-même, visible, importante. Mais au fil du temps, ces regards s'étaient estompés, un à un, comme de vieilles photographies oubliées au soleil. Et ce soir, avec une clarté insoutenable, je revoyais tous les signes que j'avais si obstinément ignorés. La façon dont son corps se détournait légèrement lorsque j'essayais de le serrer dans mes bras par derrière. La manière dont il évitait les photos, surtout si j'étais à côté de lui. Les prétextes de travail tardif qui coïncidaient étrangement avec chaque événement familial ou chaque sortie entre amis. Je mettais cela sur le compte de la fatigue. Je me disais que la vie nous usait tous, qu'il était simplement stressé. Mais peut-être que ce n'était pas la vie. Peut-être que c'était moi. Peut-être étais-je devenu quelqu'un dont il voulait désespérément s'échapper. Je me suis retournée sur le côté, lui tournant le dos. Le matelas a légèrement bougé sous mon poids, mais sa respiration est restée imperturbable. Pas un mouvement. Pas un murmure. Juste le sommeil profond et paisible d'un homme à la conscience tranquille. J'ai fermé les yeux, mais tout ce que j'entendais, c'était la résonance des voix dans le garage. Son corps, ses vêtements, sa cuisine, et ce mot, cette insulte lancée comme une pierre, vache. Je me suis mordu la lèvre inférieure si fort que j'ai senti le goût métallique du sang, luttant pour retenir les larmes. Je ne pouvais pas m'effondrer. Pas encore. Demain matin, le rideau se lèverait sur une autre journée. Il faudrait préparer le petit déjeuner, faire les lunchs pour l'école, retrouver la chaussette manquante de Sophie, rappeler à Max de se brosser les dents. La vie continuerait son cours implacable, avec ses exigences et sa routine immuable, comme si cette nuit n'avait pas brisé en moi quelque chose d'essentiel, quelque chose que je ne pourrais peut-être jamais réparer. Allongé à ses côtés dans ce lit devenu un champ de bataille silencieux, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Je n'étais plus sa partenaire.
J'étais devenue un meuble, une habitude, une ombre qui se déplaçait dans la maison, remplissant l'espace sans jamais être réellement vue. J'étais la silhouette d'une femme qu'il avait autrefois aimée. Le lendemain matin a commencé comme tous les autres. Le chaos joyeux des enfants a rempli la cuisine. Sophie réclamait plus de sirop d'érable sur ses gaufres, et Max se plaignait que ses chaussettes lui donnaient une sensation bizarre. Marc était déjà parti travailler. Du moins, c'est ce que je supposais, car il ne m'avait pas adressé un seul mot après le dîner de la veille. Il s'était simplement éclipsé avant l'aube, tel un voleur fuyant une maison qui n'était plus la sienne. Je chargeais le lave-vaisselle, le bruit des assiettes s'entrechoquant étant étrangement satisfaisant, quand j'ai vu sa voiture se garer dans l'allée. Linda, bien sûr. Elle ne frappait jamais. Elle n'appelait jamais. Elle débarquait toujours à l'improviste, un cadeau à la main, une tarte, des biscuits, un gratin et un sourire qui n'atteignait jamais la froideur de ses yeux. Cette fois, c'était une boîte de brioches à la cannelle de cette petite boulangerie du centre-ville, celle qu'elle mentionnait toujours comme étant bien trop chère pour le commun des mortels. Monica, ma chérie, a-t-elle lancé en franchissant la porte d'entrée comme si elle était chez elle. J'étais dans le quartier et je me suis dit que j'allais déposer ça pour les enfants. Je me suis forcée à produire un sourire poli. C'est très gentil de ta part, Linda. Mais ils sont déjà partis à l'école. Oh, quel dommage. Eh bien, tant pis pour eux, tant mieux pour nous, a-t-elle dit en retirant ses gants en cuir et en balayant la cuisine du regard, comme une inspectrice faisant l'inventaire. C'était son habitude. Son regard s'est attardé sur une trace de doigt sur la vitre au-dessus de la cuisinière, sur la plante verte un peu fatiguée près de la fenêtre, sur le panier à linge qui débordait légèrement. Tu as l'air fatiguée, ma chérie, a-t-elle ajouté en s'asseyant à la table de la cuisine sans y être invitée. Je n'ai pas très bien dormi, ai-je répondu d'une voix neutre, en me servant une tasse de café. Quelque chose comme ça. Elle a joint ses mains sur la table, l'incarnation même de la sollicitude feinte. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. As-tu pensé à faire quelque chose pour toi? Comme une petite journée au spa ou une nouvelle coupe de cheveux? Je n'ai pas répondu, laissant le silence s'installer. Elle a insisté. Tu as toujours eu un si joli visage, mais dernièrement, eh bien, j'ai peur que tu te sois un peu laissé aller. Et les hommes, tu sais, ils remarquent ces choses-là. Surtout Marc. Voilà. Le coup de grâce. J'ai pris une gorgée de café brûlant, laissant la douleur physique me ramener à la réalité. Elle a continué, sa voix mielleuse. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, bien sûr. Mais une femme devrait toujours s'efforcer de rester attrayante. Surtout quand elle est mariée. Surtout quand elle est mère au foyer. C'est si facile de se sentir à l'aise et de se négliger, n'est-ce pas? Je l'ai observée un long moment, notant la façon dont ses lèvres minces se retroussaient quand elle pensait être subtile, la lueur de satisfaction froide dans ses yeux. Elle tournait autour du pot, mais elle savait que je comprenais parfaitement le message sous-jacent. Pour la première fois, au lieu de me justifier ou de m'excuser, j'ai simplement acquiescé. Puis, j'ai demandé d'une voix calme, « Est-ce que Marc t'a dit quelque chose ?» Linda a cligné des yeux, prise au dépourvu. « Quoi ? » Non, bien sûr que non. Il est bien trop poli pour aborder des sujets aussi délicats. Mais je suis sa mère, Monica. Je sais quand quelque chose ne va pas. Je me suis légèrement penchée en avant, posant ma tasse. Ma voix était posée, presque clinique. Me laisser aller, ne pas prendre soin de moi, ne pas rendre mon mari heureux. Ce sont des préoccupations bien spécifiques pour une mère qui passe simplement déposer des brioches à la cannelle. Elle s'est raidie, ses doigts manucurés se crispant sur le bord de la boîte. J'essaie simplement d'aider, ma chérie. Un peu d'honnêteté constructive n'a jamais fait de mal à personne. Non, ai-je dit doucement, mais la malhonnêteté, si. Un silence glacial s'est installé, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge au-dessus du réfrigérateur. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu. A-t-elle commencé, mais je l'ai coupé. Tu n'as pas besoin de faire semblant. J'ai tout entendu, hier soir. Dans le garage. Son visage s'est figé. À cet instant, toute son inquiétude factice, tous ses sourires sirupeux,
toutes ces remarques passives-agressives se sont effondrées sous le poids de la vérité nue. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée parfaitement immobile et j'ai dit, maintenant, je sais exactement ce que tu penses de moi. Et je sais qu'il est d'accord avec toi. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Alors, je me suis retournée et j'ai marché vers l'évier, déposant délicatement ma tasse à côté de la vaisselle sale. Je n'avais plus besoin d'entendre un seul mot de sa part. Ce dont j'avais besoin, c'était de décider de ce que j'allais faire ensuite. Je n'ai pas pleuré quand Linda est partie. Pas même quand la porte a claqué derrière elle, laissant l'odeur sucrée des brioches à la cannelle flotter dans la cuisine comme une blague cruelle. Mais plus tard dans l'après-midi, après avoir nettoyé le plan de travail 2 fois et plié la même pile de linge 3 fois juste pour occuper mes mains, je me suis retrouvée assise au bord de notre lit, mon téléphone posé sur mes genoux. Je fixais le nom, Olivia, sur l'écran. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Pas à cause d'une dispute, mais simplement parce que la vie nous avait éloignés. Elle vivait à 2 villes de distance, avait un travail exigeant, un nouveau petit ami, une vie qui semblait à des années-lumière de la mienne, faite de lunch à préparer et de courses à l'épicerie. Mais Olivia était le genre d'amie qui, même après des mois de silence, vous donnait l'impression de vous être quitté la veille. J'ai appuyé sur le bouton d'appel avant que mon courage ne m'abandonne. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Monica. Oh mon Dieu, ça fait une éternité. Sa voix était comme un rayon de soleil perçant une fenêtre sale. Oui, ai-je réussi à dire, la gorge déjà nouée. Je suis désolée d'appeler comme ça, à l'improviste. Ne sois pas stupide, a-t-elle répliqué immédiatement. Tu m'as manqué. Est-ce que ça va? J'ai essayé de formuler une phrase. Mais un silence lourd s'est installé. Elle a tout de suite adouci sa voix. Monica, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout ce qu'il a fallu. Les mots ont jailli, un torrent incontrôlable. Je lui ai tout raconté, le garage, les rires, les mots de Marc, la visite de Linda, ce sentiment d'être devenu invisible dans ma propre vie. J'ai parlé jusqu'à être à bout de souffle, les larmes coulant enfin sur mes joues, et elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai enfin fait une pause, elle a dit d'une voix douce mais ferme, « Oh, ma chérie. Rien de tout cela n'est de ta faute. » Je voulais la croire. Je voulais si désespérément croire que je n'étais pas une version usée d'une femme qui avait épuisé toute sa valeur. Tu n'es pas invisible, a-t-elle continué, comme si elle pouvait lire dans mes pensées. Tu n'es pas jetable. Tu n'es pas une plante d'intérieur qu'on peut ignorer et ensuite blâmer de ne pas fleurir. Un petit rire étranglé m'a échappé. C'est une sacrée métaphore. Ouais, eh bien, j'ai de l'expérience, a-t-elle répondu doucement. On te traite comme un élément du décor quand tu cesses d'exiger d'être le personnage principal de ta propre vie. Ces mots ont résonné en moi avec une vérité douloureuse. J'avais cessé de demander quoi que ce soit. De l'attention, du respect, de l'affection. Je pensais qu'être une bonne épouse signifiait s'effacer pour que son mari puisse briller. Je pensais que maintenir la paix signifiait avaler sa propre peine. Et je pensais que l'endurance était une forme d'amour. La voix d'Olivia, si stable et si sûre, m'a rappelé qu'il y avait eu une Monica avant de devenir la femme de Marc, ou la mère de Max et Sophie. Merci, ai-je murmuré. Pourquoi? De me voir. De toujours me voir. Appelle-moi quand tu veux, a-t-elle dit. Je me fiche qu'il soit 2 heures du matin. Tu ne traverses pas ça toute seule. Et pour la première fois depuis très longtemps, je l'ai cru. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, j'ai trouvé Marc dans le salon. Il était assis au bord du canapé, son ordinateur portable ouvert sur ses genoux, mais il ne travaillait pas. La télévision était allumée sur une chaîne d'information, un murmure constant sur les marchés financiers et la politique qui servait de bruit de fond pour meubler le silence entre nous. Je suis restée un moment sur le seuil, rassemblant le courage que ma conversation avec Olivia m'avait insufflé. Il faut qu'on parle, ai-je dit d'une voix plus assurée que je ne le pensais. Il n'a pas levé les yeux. Est-ce que ça peut attendre? J'ai du travail à finir. Je me suis avancée dans la pièce. Non. Ça ne peut vraiment pas attendre. Sa mâchoire s'est contractée.
Il a refermé son ordinateur portable avec un claquement sec et s'est adossé au canapé, comme s'il se préparait à un combat. « Qu'est-ce qu'il y a encore » a-t-il demandé, déjà sur la défensive. Je me suis assise sur le fauteuil en face de lui, les bras croisés, une barrière fragile contre le tremblement qui me parcourait. J'ai tout entendu hier soir. Dans le garage. Toi, ta mère, Andrew. Son regard a croisé le mien une fraction de seconde avant de fuir. Alors tu écoutais aux portes. N'essaie même pas de retourner la situation contre moi, ai-je rétorqué, ma voix soudainement tranchante. Tu as dit que j'étais une erreur. Que tu avais honte de moi. Que m'épouser, c'était te contenter de ce que tu pouvais avoir. Mark m'a regardé, vraiment regardé cette fois. Et pendant une seconde fugace, j'ai cru voir de la honte dans ses yeux. Peut-être même du regret. Mais l'éclair a disparu aussi vite qu'il était apparu. Je me défoulais, a-t-il dit. Personne n'était censé entendre. Mais tu le pensais. Chaque mot. Il s'est levé, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Mon Dieu, Monica, c'est exactement de ça que je parle. Tu transformes toujours tout en drame. Je travaille toute la journée, je rentre à la maison et je ne peux même pas respirer sans être accusée de quelque chose. Je ne t'accuse de rien, ai-je dit en me levant à mon tour. Je te dis que je sais exactement où je me situe dans cette maison. Et ce n'est plus à tes côtés. Il a eu un rire amer, un son rauque et laid. Et qu'est-ce que tu veux ? Tu es assise ici toute la journée. Tu n'as pas travaillé depuis des années. Tu prends à peine soin de toi. Est-ce que tu te regardes encore dans le miroir ? Ces mots étaient des poignards, et ils ont touché leur cible. J'ai chancelé, mais je n'ai pas reculé. Et pourtant, c'est moi qui fais tenir cette famille. C'est moi qui sais quand les enfants ont besoin de nouvelles chaussures, qui me souvient du nom de leur professeur, qui m'assure qu'il y a un dîner sur la table et des vêtements propres dans les armoires. Tu penses que ça ne compte pour rien parce que tu n'as jamais eu à le faire. Il allait répliquer quand le bruit sec de talons sur le parquet nous a interrompus. Linda. Elle est entrée dans le salon, les bras croisés, son regard passant de l'un à l'autre. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? A-t-elle demandé en s'adressant à moi. Se disputer comme ça. Tu as toujours été si mélodramatique. Ils dorment, ai-je dit, la mâchoire serrée. Elle a levé les yeux au ciel. N'empêche. Ce n'est pas très séduisant. Honnêtement, Monica, je ne sais pas ce que Mark a bien pu te trouver à l'époque. Je me suis tournée vers Mark, mon cœur battant à tout rompre. Tu ne vas rien dire ? Tu vas la laisser me parler comme ça, encore une fois ? Il n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux, fixant le tapis comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Et ce silence fut sa réponse. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, si profonde qu'elle a fait mal à mes poumons. Et j'ai dit les mots que j'avais réprimés pendant des années. Je m'en vais. Linda a ricané. Ne sois pas ridicule. Où veux-tu aller ? Je ne te demande pas ton avis, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. J'ai passé trop de temps à me faire toute petite pour rentrer dans le moule de cette maison, de ce mariage, de cette version de moi-même que vous pouviez tolérer. C'est fini. Mark me fixait, abasourdi, muet. Je n'ai pas attendu qu'il trouve ces mots. Je lui ai tourné le dos, j'ai monté les escaliers, et j'ai commencé à faire mes valises, me choisissant enfin, moi, plutôt qu'eux. Il faisait encore nuit quand j'ai installé les enfants dans la voiture. Max, à moitié endormi, s'est frotté les yeux et a demandé si nous allions dans un endroit amusant. J'ai réussi à sourire. Nous allons dans un endroit calme. Sophie serrait son lapin en peluche contre elle, ses cheveux encore en bataille. Le trajet sur l'autoroute déserte semblait interminable. La pluie fine striait le pare-brise, et les lumières des lampadaires défilaient comme des fantômes. Mes mains étaient crispées sur le volant, un point d'ancrage dans le chaos de mes émotions. Nous sommes arrivés dans l'allée de la maison de mes parents alors que les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de rose et de gris. Leur petite maison de banlieue n'avait pas changé, usée mais chaleureuse, comme une couverture d'enfance familière. À peine avais-je coupé le moteur que la porte d'entrée s'est ouverte. Mon père est apparu sur le porche, sa tasse de café à la main, suivi de près par ma mère en peignoir.
Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'en avaient pas besoin. Ma mère a descendu les quelques marches et m'a serré dans ses bras si fort que j'ai senti toutes mes défenses s'effondrer. « Tu es à la maison », a-t-elle simplement murmuré à mon oreille. C'est tout ce qui compte. À l'intérieur, la cuisine embaumait déjà le café frais. Après avoir installé les enfants somnolents dans mon ancienne chambre avec des dessins animés et un bol de céréales, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon père. Il ne m'a pas bombardé de conseils ou de clichés. Il m'a simplement regardé avec cette sérénité tranquille que j'avais toujours admirée chez lui. « Tu n'es pas obligé de tout nous raconter maintenant », a-t-il dit. « Mais si tu dois quitter quelqu'un, assure-toi que c'est parce que tu te souviens de ta propre valeur, pas parce qu'il l'a oublié. » J'ai ravalé mes larmes. Je crois que je l'avais oublié aussi. Il a hoché la tête lentement. Alors, c'est peut-être le bon endroit pour commencer à te souvenir. Ce soir-là, pour la première fois depuis une éternité, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. C'était un dimanche matin ensoleillé quand il est arrivé. Je l'ai vu de la fenêtre de la cuisine, sa berline noire garée maladroitement le long du trottoir. Il est sorti, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Je suis sortie sur le porche avant qu'il n'ait eu le temps de frapper. « Monica », a-t-il commencé d'une voix rauque. J'ai fait une erreur. J'ai été stupide. Je veux que tu rentres à la maison. J'ai attendu, laissant ces mots flotter dans l'air frais du matin. Puis j'ai demandé doucement, dans quelle partie de cette maison est-ce que je suis chez moi, Marc ? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, incapable de répondre. La colère avait disparu, remplacée par une sorte de calme résigné. Tu ne m'as pas brisé, ai-je dit. Mais tu m'as montré à quel point je m'étais perdue. Et je ne retournerai pas en arrière. Je peux changer, a-t-il insisté, un soupçon de désespoir dans la voix. J'ai secoué la tête, non par amertume, mais avec une certitude nouvelle. C'est quelque chose que tu devras découvrir par toi-même. Je ne suis plus ton projet de réhabilitation. Je suis rentrée à l'intérieur, fermant doucement la porte sur 12 années de ma vie. 6 mois plus tard. Le soleil d'automne filtrait à travers les grandes fenêtres de notre petit appartement, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. L'odeur des crêpes flottait dans la cuisine. Max était assis à la table, terminant ses devoirs de mathématiques, tandis que Sophie dessinait une famille de licornes avec des feutres de toutes les couleurs. J'avais trouvé un travail à temps partiel dans une librairie locale, un havre de paix et d'histoire qui me ressemblait. La vie n'était pas parfaite. C'était parfois difficile, financièrement et émotionnellement. Mais elle était à nous. Chaque soir, quand je bordais mes enfants dans leur lit, je savais que nous étions en sécurité, dans un foyer rempli de rire et non de silence pesant. Ce soir-là, après avoir lu une histoire à Sophie, je me suis assise près de la fenêtre, une tasse de thé chaud entre les mains. La ville scintillait en contrebas. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'Olivia, prête pour notre soirée ciné de demain ? Popcorn à volonté. J'ai souri. Je n'étais plus invisible. J'étais le personnage principal de ma propre vie, et l'histoire ne faisait que commencer. J'avais oublié la femme que j'étais, mais chaque jour, en regardant mes enfants s'épanouir et en construisant notre nouvelle vie, pièce par pièce, je la redécouvrais. Et elle était plus forte et plus belle que dans mes souvenirs.